Bien, bonsoir à tous. Je suis heureux et ravi de retrouver beaucoup de visages connus parmi vous pour notre première table ronde, si je peux utiliser ce terme. Je voudrais d'abord présenter et remercier, dans l'ordre alphabétique, Mathias Bacchino, directeur général de Trade Republic, et aussi, vous venez de me dire, responsable des affaires publiques de Trade Republic au niveau européen, c'est ça ? À ma droite, ensuite, si je continue dans l'ordre alphabétique, j'ai droit à Delphine Lamarzit d'abord. Delphine est président-directeur général d'Euronext Paris. Ce n'est pas la peine, Delphine, de présenter Euronext, je crois, dans cette salle. Enfin, je remercie mon collègue régulateur européen, Fabricio Planta, d'être aussi parmi nous. Fabricio, au sein de l'ESMA, est responsable du service marché et communication des données. L'accès à la bourse, quoi de neuf? Quel nouveau modèle? Quelle supervision? Je crois que vous avez tous perçu, avec les deux discours introductifs de la présidente de l'AMF, Marianne Barbalayani, mais aussi d'Anita Hübner, les questions qui se posent à nous, particulièrement aujourd'hui, et dans une actualité très chargée sur ce sujet. Qu'est-ce que nous observons à l'AMF? D'abord, comme l'a dit Marianne, depuis en gros 2019, un vrai retour à la bourse des particuliers, 1,3 million depuis 2019, 800 000 depuis 2020, on a un vrai changement de format. Il s'étiole un peu ces derniers mois, mais quand on regarde les chiffres sur longue période, on voit un vrai changement. Deuxième évolution très significative, c'est le rajeunissement. On n'y croyait pas, mais on y est arrivé. Une étude qu'on a publiée l'année dernière montre qu'on a gagné 8 ans en 3 ans. On voit que l'âge moyen est maintenant un peu en dessous de 50 ans. Et dans une autre étude que j'ai vue, les néo-brokers, eux, on estime que leur client moyen est à 36 ans. Donc vous voyez un vrai rajeunissement des particuliers qui investissent en bourse. On voit apparaître une nouvelle catégorie d'acteurs. On l'appelle les néo-brokers. Les néo-brokers, ce n'est pas une catégorie juridique. Donc pour les définir, je suis obligé d'utiliser des circonvolutions. Ce sont des acteurs créés récemment. Ils mettent en avant des applications plutôt simples, intuitives et accessibles sur les mobiles très facilement. Et enfin, ils s'appuient sur des modèles à zéro commission ou à des commissions très faibles. Comment ils font? Eh bien, ils utilisent les PIFOF. Et là, Anita Hübner, je crois, a très très bien introduit et présenté le débat. Aujourd'hui, il est absolument central et stratégique pour avoir des commissions égales à zéro ou très faibles. Eh bien, les intermédiaires se rémunèrent indirectement en dirigeant leur flux d'ordre pour exécution vers d'autres plateformes en échange de paiement. C'est ça qu'on appelle le Payment for Order Flow, le PIFOF, et c'est ça sur lequel il y a un vrai désaccord en Europe, et c'est ça qui fait l'objet de discussions très animées au sein des autorités européennes. Aujourd'hui, la présidence française, malgré tous ses talents et tous ses efforts, n'a pas abouti à un compromis. La présidence tchèque fait pareil, mais pour l'instant, dernière réunion hier, il n'y a toujours pas d'accord et on en est même assez loin, je crois. Voilà le cadre dans lequel s'inscrit cette table ronde. Alors, Fabricio Planta, je commence par toi. Dans ce paysage européen des néo-brokers, qu'est-ce que l'ESMA, qui a beaucoup d'informations, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les différents business models qu'on peut observer et pourquoi ces business models se sont-ils développés? Fabrizio, if you prefer to switch into English, it's up to you. Yes, thank you, and good evening, everyone. Yes, I prefer to speak English. Apologies for that. So in the recent years, we have witnessed in the European landscape the creation of these and the development of these new brokers, so-called neo-brokers, that attract a new generation of retail investors through low investment cost, apps that might allow also some gamification techniques, or engaging with the investor through forums or social media. So we have looked at that at ESMA with the national competent authorities. So we have engaged in a survey to understand better those
business models and their potential impact in the market developments. So what we have seen is a diversity of business models, execution models, a diverse range of instruments. In some instances, they offer some instrument at zero or a very small commission fees. They look at the different order size, number of orders, type of accounts. But we have seen that it's not necessarily always the zero commission and the PFOF model that exists. There are others. Certainly, they are very much animated to cost cutting through automatized digital processes and other techniques. What we have seen in this analysis is that in general, at this stage, we have not seen a change of the market structure due to the presence of new brokers. But it's certainly something that requires a lot of attention from us and NCAs, so National Competent Authorities. Apologies for the acronyms. So we will continue monitoring the evolution to see whether there are more impact, and in particular in terms of investor protection. Now, turning to the PFOF question, in particular, ESMA has been clear about what we think about this model. We see a significant risk for investor protection due to the conflict of interest. We have issued a statement where we clarify that it's unlikely that PFOF is compatible with the current MiFID rules, though we have also advocated in our advice to the Commission to be clear in the rules and actually ban this practice. Merci Fabrizio pour cette introduction et ce rappel donc du statement de l'ESMA de juillet 2021, si ma mémoire est bonne, qui donc n'interdisait pas, mais montrait que les PFOF étaient très probablement contraires aux règles de MiFID et surtout renvoyaient la balle aux institutions européennes. Mathias Bacchino, je me tourne vers lui maintenant. Peut-être d'abord, avant de parler de ce modèle PFOF, vous faites partie de cette nouvelle génération de brokers. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord, parler un peu de votre modèle économique et dire en quoi votre offre se différencie du reste des offres existantes? Est-ce qu'il y a des pour, mais est-ce qu'il y a aussi des contre, des pros et contre dans cette offre originale de Trade Republic? Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Bonjour à tous. Je remercie évidemment l'autorité des marchés financiers dont la capacité à accompagner l'innovation tout en préservant la protection des épargnants, au même titre que la Direction Générale du Trésor, qui font preuve en Europe d'une qualité qui nous honore, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Les nouvelles plateformes d'investissement ont émergé dans un contexte bien particulier, donc je voudrais revenir en quelques mots sur le contexte que nous rencontrons. Cette méga tendance de l'investissement individuel qui est en train d'émerger, dire aussi les difficultés que nous avons rencontrées dans le développement de l'offre de Trade Republic pour permettre cette accessibilité plus grande au plus grand nombre, et les solutions que nous avons trouvées. Comme toute bonne start-up, on essaye de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent nos clients. Et vous dire comment peut-être on pourrait encadrer davantage encore ces nouvelles pratiques pour toujours réussir en même temps cette défense de l'innovation et cette protection des épargnants qui nous tient tous à cœur. Ce sera d'ailleurs l'enjeu absolument passionnant l'an prochain du projet de stratégie pour les investisseurs de détail porté par la Commission européenne, dont nous attendons évidemment beaucoup. Alors, le contexte dans lequel les nouvelles plateformes d'investissement ont émergé est un contexte d'une triple crise. Une crise majeure des systèmes de retraite par répartition qui n'est plus à démontrer ni à expliquer.
une crise du pouvoir d'achat face à l'inflation qui revient très fortement en Europe, et aussi une crise de besoin en fonds propres pour les entreprises françaises et européennes qui se chiffrent aujourd'hui en plusieurs centaines de milliards, avec ce marronnier de la vie publique française qui est le fléchage de l'épargne vers les fonds propres des entreprises. La crise récente l'a démontré. Et face à cette triple crise, les Français, les Européens sont en assez grande partie désarmés, puisque le système d'épargne aujourd'hui en tout cas, est considéré par eux comme étant relativement peu adapté pour répondre à ces challenges. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une génération, en l'occurrence, c'est celle qu'aujourd'hui, nous, on qualifie des 18-35 ans, qui a construit, depuis 3 ans maintenant, un embryon de culture financière collective, et en tout cas, qui a une solide volonté d'investir. C'est les 2/3 des jeunes Français aujourd'hui qui ont une image positive de l'investissement en actions. C'est à peu près la même chose à l'échelle européenne. Et on a évidemment la volonté aussi pour les 2/3 d'entre eux de donner du sens à leur épargne. Donc investir dans des entreprises, donner du sens à leur épargne, c'est toute une génération, un changement de modèle, un changement de paradigme dans le rapport à l'argent et à l'investissement. C'est dans ce contexte-là bien précis que les nouvelles plateformes d'investissement ont émergé. Donc, Trade Republic, très simplement, c'est une plateforme d'investissement européenne, une entreprise d'investissement régulée en Allemagne, qui opère selon le principe de la libre prestation de services en Europe, vous l'avez rappelé également, et qui aujourd'hui est devenue la principale plateforme d'épargne en Europe, avec plusieurs millions de clients, plusieurs milliards d'euros d'encours, et peut-être surtout ce qui fait la spécificité de Trade Republic, davantage d'investissements programmés que d'investissements ponctuels. Donc j'y reviendrai. Trade Republic a pu se développer parce que nous touchons cette cible-là. Donc je voudrais simplement dire un mot des clients qui sont les nôtres aujourd'hui, de nos utilisateurs, puisque nous avons mené il y a quelques mois la plus grande étude au monde sur une base d'investisseurs particuliers avec 300 000 réponses de jeunes investisseurs de moins de 35 ans en Europe. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'une personne sur 2 qui utilise les services de Trade Republic n'avait jamais investi avant. Donc il y a clairement là la création d'un nouveau marché. Ensuite, ce qu'on observe également, c'est que 70% de nos clients ont moins de 35 ans. Donc le phénomène est éminemment générationnel. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a une répartition géographique des utilisateurs, si je prends le cas de la France, qui est beaucoup plus diversifiée que ce que j'ai pu connaître dans mes vies précédentes, où l'Île-de-France représentait une large part de la clientèle. Là, c'est beaucoup plus réparti sur le territoire, sans doute un effet collatéral positif de la digitalisation. Et enfin, on observe aussi 2 fois plus de jeunes femmes qui investissent par le biais de Trade Republic que ce qu'on observe en général sur le marché. Ce n'est pas encore la parité, mais c'est un premier pas qui est franchi. Donc, je dirais que l'émergence des nouvelles plateformes d'épargne contribue, ou en tout cas cherche à contribuer, à réduire une triple fracture dans nos sociétés face à l'investissement. Une fracture générationnelle d'abord dans la préparation de la retraite, une fracture sociale en quelque sorte avec l'arrivée des classes moyennes et des classes populaires dans la discipline de l'investissement, et une fracture de genre enfin avec l'indispensable féminisation de l'investissement. On a fait face à de nombreuses difficultés, et je voudrais vous citer le paradoxe français qu'on avait pu mesurer avec l'IFOP, puisque 80% des Français interrogés n'avaient pas l'intention d'investir dans des actions dans les 12 mois qui viennent. En revanche, 80% des Français interrogés considèrent qu'investir ne devrait plus être réservé à une élite. Donc l'enjeu qui était le nôtre, c'est un enjeu, et vous l'avez effectivement mentionné, Madame la Présidente, d'accessibilité. Pourquoi est-ce que les jeunes, les Français, les Européens, considèrent qu'investir ne leur est pas accessible? Et pourquoi ces jeunes y sont allés justement, massivement? Eh bien, les freins, on peut en citer 3, très simplement. Le premier, c'est l'éducation financière. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas quand investir. Le deuxième frein sont les tarifs. C'est trop cher ou je n'ai pas suffisamment d'argent pour investir. Et le troisième frein, qui est là aussi très important, c'est la complexité des processus pour pouvoir investir. En fait, assez simplement, Trade Republic et d'autres plateformes ont répondu point par point à ces difficultés rencontrées par les gens.
Le premier point qu'on peut mentionner, c'est au-delà des tarifs qui sont très importants, mais il y a la question des produits proposés. Donc, Trade Republic propose des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire le fait d'investir en DCA tous les mois, petit à petit, des petites sommes. C'est une méthode d'investissement qui est une méthode qui peut faire du sens quand on est dans une démarche de démocratisation. Ensuite, l'autre aspect, c'est le fait de rendre accessible à des tout petits montants, c'est-à-dire le fait de pouvoir investir à partir de 10 € et surtout d'investir avec des frais réduits. Alors effectivement, Trade Republic n'est pas une plateforme de zéro commission, puisqu'il y a un tarif qui est celui d'1 € par frais de bourse, donc 1 € par ordre de bourse de frais de courtage. Et c'est rendu possible donc la construction de ces nouvelles plateformes, effectivement, par un business model différent, des choix différents qui ont été faits dans les modèles d'affaires, entre autres avec un accord commercial, avec ce qu'on appelle un MTF, une Multilateral Trading Facility, qui est celui de la Bourse de Hambourg et qui nous rémunère parce que nous apportons des flux sur sa plateforme. Cela ne nous empêche pas de garantir une exécution à des cours au moins équivalents à ceux observés sur le marché de référence, comme nous l'avons démontré. Ce qu'il nous manque en revanche, c'est un outil pour permettre à toutes et tous de comparer. Aujourd'hui, on peut comparer les prix des billets d'avion, on peut comparer énormément de choses, mais ce qu'on ne peut pas comparer, c'est le prix des actions en Europe. Et donc là aussi, une manière intéressante, et j'ouvrirai peut-être le débat là-dessus, pour encadrer la pratique que Trade Republic n'a pas inventée, que les plateformes nouvelle génération n'ont pas inventée. C'est une pratique qui existe depuis longtemps, ces accords commerciaux entre bourse et courtiers. Eh bien, pour l'encadrer, l'émergence de cette consolidated tape, de ce registre centralisé qui permettrait la transparence, serait sans doute un élément utile au débat. Merci Mathias. Je suis sûr que Delphine ne va pas approuver tout ce que je viens d'entendre. Mais d'abord Delphine, est-ce que Euronext a aussi observé cette arrivée importante de particuliers, investisseurs? Quelle est la place d'un marché réglementé dans cet univers avec ces nouveaux modèles? Et comment est-ce que tu vois l'émergence de ces nouveaux acteurs? Qu'est-ce qu'ils apportent en matière de formation des prix, de structure de marché? Merci beaucoup Benoît. Non, je ne serais pas d'accord avec tout, mais quand même avec certaines choses, et d'abord avec le fait qu'effectivement on peut se réjouir de l'arrivée et du changement de génération des investisseurs particuliers, y compris en France, un pays qui a délaissé, après l'éclatement de la bulle Internet, l'investissement direct, et dont on doit se dire collectivement que les distributeurs traditionnels ont un peu déserté ce terrain. Alors heureusement, il y avait des brokers en ligne, des courtiers en ligne qui étaient prêts à recevoir l'appétit de nouveaux investisseurs au moment qui ont eu un attrait par la volatilité. C'est vrai que c'est un certain changement de paradigme, puisque ceux qui ont quelques cheveux blancs ont l'impression que la volatilité avait fait fuir la génération précédente. Cette nouvelle génération a trouvé dans la volatilité un intérêt. Donc on a eu des nouveaux traders, toute la question de savoir si ces nouveaux traders vont devenir de nouveaux investisseurs dans une démarche de cycle de vie où aussi l'épargne évolue et les stratégies d'épargne évoluent au cours du temps, mais c'était tout à fait intéressant et on l'a vu sur la participation à nos marchés. Alors peut-être pour commencer avec beaucoup de choses ont été dites sur les différentes nouvelles méthodes et nouveaux business, mais peut-être que je vais essayer de vous donner 3 clés de compréhension. Premièrement, le marché réglementé, le marché de référence, qu'est-ce que c'est par rapport aux autres et dans quel contexte? Alors je m'excuse pour ceux qui connaissent par cœur MIFIR 1, 2 et bientôt 3, mais il faut peut-être revenir à ça quand même. Un marché réglementé de référence, un marché transparent sur lequel les ordres sont connus et où il y a une compétition sur les prix à la fois, à l'achat et à la vente des deux côtés face à des contreparties. Donc il y a une compétition de contreparties des deux côtés de ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Et historiquement, c'était déjà fini quand je suis arrivée, mais historiquement, on avait un monopole du carnet d'ordre dans chaque pays, avec des exceptions pour les blocs, et puis on a mis tout ça en concurrence. Et quand on l'a mis en concurrence, on a posé un principe qui était que finalement, ceux qui traitaient en dehors du carnet d'ordre
et finalement pouvaient le faire à certaines conditions et en important quand même assez largement économiquement leur prix du marché de référence. Donc on a un marché sur lequel les prix se forment et d'autres marchés qui vont importer d'une manière ou d'une autre leur prix. Donc c'est très important que ce marché de référence, évidemment, soit le plus simple possible pour former les prix. Et vous voyez bien un peu comme système d'assurance, il y a trop de gens qui importent et pas assez de gens qui forment le bon prix, on va avoir un problème. C'est une question de mutualisation de formation du prix. Deuxième clé, pourquoi est-ce qu'il y a un tel appétit pour les flux retail? Alors là, je vous donne une réponse. Enfin, il faut bien être conscient que sur les marchés qui sont les nôtres d'acteurs, ceux d'Euronext, qui sont des marchés de B2B, en bon français, où on s'adresse à des professionnels, on ne s'adresse pas directement aux particuliers. Les flux retail, les flux qui sont amenés par des courtiers qui adressent du flux retail, sont particulièrement recherchés. Parce que c'est du volume et que tout le monde cherche du volume et du chiffre d'affaires, évidemment, ça c'est normal, mais aussi parce que ces flux ont une qualité particulière. C'est l'or des marchés. Alors c'est un peu un tabou, personne n'en parle, mais pourquoi est-ce que ces flux sont très recherchés? Parce que ce sont des flux moins informés, sur lesquels les gens, les investisseurs retail vont avoir des stratégies d'investissement un peu atomisées, ils ont chacun leurs opinions, et puis ils viennent investir. Ils ne sont pas là pour capter des micro-erreurs d'autres acteurs pour être présents à haute fréquence. Donc vous allez avoir d'un côté un flux retail qui va être très recherché, et tout le monde va être en face de ces flux, pas pour les gruger individuellement, mais juste parce que c'est des flux qu'on appelle sains. Et puis de l'autre côté, vous avez des flux que d'autres vont considérer un peu toxiques, qui sont à l'affût, qui sont plus sophistiqués. Voilà. Donc avoir dans la formation du prix le flux retail et être en face du flux retail, ça a une grande valeur. Et cette valeur, normalement, dans un bon marché, on va rémunérer les personnes qui apportent cette valeur. Alors, la question, c'est est-ce que cette valeur va aller vers le courtier qui amène ces flux ou est-ce qu'il va aller vers l'utilisateur final? Voilà. Troisième clé, mais celle-là, vous la connaissiez et tout le monde en a parlé, les investisseurs particuliers sont moins sophistiqués, ils sont sujets, et il suffit de penser à ce qu'on est nous, dans notre vie quotidienne, sensible au sol des compagnies. Voilà, mettez-vous dans un univers non professionnel et observez-vous, on a tous des illusions monétaires, et donc les investisseurs particuliers vont moins consacrer d'énergie et auront moins de clés pour savoir s'ils ont eu le bon prix à l'instant T, parce qu'ils ont accès à moins d'informations, moins de temps à y consacrer et qui peuvent être un petit peu détournés par ce que j'appellerais, faute de mieux, une sorte d'illusion monétaire. Une fois qu'on a dit ça, quelle est ma réaction face à l'arrivée de nouveaux acteurs? J'ai dit tout à l'heure, elle a réveillé, je pense, l'expérience client, elle a créé des vocations et elle apporte beaucoup de valeur là-dedans. Ce n'est pas uniquement les néo-brokers qui ont fait ça, c'est aussi les courtiers plus traditionnels, les courtiers en ligne au moins, et peut-être j'espère, elle inspirera les réseaux de distribution plus traditionnels. Donc il y a une grande valeur là-dedans qu'il ne faut pas nier. Le problème, il vient quand on regarde le business model sur lequel ça s'applique. Parce que là, on a un problème, effectivement. Alors, ceux qui sont polis disent on a un risque de conflit d'intérêts. Si on est un petit peu plus brutal, on dit c'est intrinsèquement conflicté. Et la question, c'est est-ce que ce conflit est suffisamment régulé ou non? Si je regarde vos notes de bas de page dans les conditions, on s'aperçoit que pour Trade Republic, vous avez 1 euro de frais de courtage qui sont ce qu'on appellera les frais explicites. Et vous recevez 3 euros pour 1 euro de la part donc, de la bourse de Hambourg ou du courtier. Et honnêtement, la question c'est de savoir, on a dit le mot de bourse, mais est-ce que la bourse de Hambourg, sur ce créneau particulier, est réellement une bourse au sens multilatéral que je décrivais tout à l'heure? En tout cas, en France, ce ne serait pas qualifié vraiment comme tel. Donc on a ce sujet qui est que, effectivement, il y a un business model différent. Et comment est-ce que les acteurs aujourd'hui traitent ce point lorsqu'ils sont challengés là-dessus? Et l'appel qui est fait au niveau européen, c'est de dire il faut garantir la meilleure exécution. C'est-à-dire s'assurer que, parce que justement il y a ce biais possible, on va fournir aux clients la garantie qu'on va appliquer au moins le meilleur prix du marché de référence. Et c'est là que malheureusement il faut rentrer dans les détails et que c'est difficile à réguler. Alors, il y a une chaîne de comportements plus ou moins vertueux, du pire au correct et au meilleur. Mais fondamentalement, il n'y a pas de possibilité que de rentrer dans les détails. Donc on dit, on se compare
au meilleur prix du marché de référence. Mais qu'est-ce que c'est qu'un marché de référence? Est-ce que c'est le vrai marché primaire sur lequel la formation du prix se fait effectivement, ou est-ce que c'est une plateforme qui déjà importe ce prix potentiellement en l'ayant un peu dégradé? Est-ce qu'on va garantir, et c'est la solution aujourd'hui autour de laquelle on tourne en Europe, grâce à une conso-tape, je ne sais plus comment on le dit en français, pardon, qui va révéler le prix base de données consolidée. C'est vrai que la solution, voilà, de manière assez intuitive, on se dit si on avait ce prix, plus personne ne pourrait s'en sortir. Malheureusement, ce prix, même consolidé en européen, même régulé, sera en retard par rapport au prix dont disposent les vrais investisseurs professionnels, ceux qui sont chez nous, chez les marchés de référence, avec un accès par leur système informatique plus rapide que le prix qui pourrait être révélé. Et donc forcément, vous voyez bien comment un acteur super professionnel qui est en face, le market maker, le fournisseur de liquidités, il va toujours avoir un temps d'avance et il va pouvoir se rémunérer là-dessus. On ne peut pas l'ignorer. Voilà. Et il y a 10 trucs comme ça. Je donne un exemple, hein, si vous voulez. Il y a une plateforme qui n'est pas Trade Republic qui dit, dans ses conditions générales, je vous garantis que vous ne serez pas moins bien exécuté qu'un prix de référence qu'ils appellent le VBBO. Et dans 30% des cas, lorsqu'on prend le vrai prix qui était à l'instant temps réel, on le connaît après, on s'aperçoit que c'était moins bien. Voilà. Simplement, ce n'est pas techniquement possible, en théorie. En réalité, si on revient au vrai temps réel, qui ne pourra jamais être révélé ex ante, malheureusement, on s'aperçoit qu'on est en retard. Donc la solution, c'est de revenir à une compétition sur les prix, tout simplement. Mathias Machino, vous pouvez répondre, mais très rapidement. Un mot. Ça fait 8 mois qu'on discute, donc on va essayer de conclure en quelques minutes. Non, vous ne concluez pas, vous réagissez à Delphine. C'est moi qui conclue. Pardon. Je pense que le mot-clé, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire que vous avez mentionné dans notre note de bas de page, que je vous remercie d'avoir lu, Delphine. Néanmoins, pour chaque transaction, un client de Trade Republic a un rapport détaillé avec tout ce que nous gagnons au centime près, tout ce que lui paye. C'est la transparence, c'est ce qu'on recherche aussi avec la création du registre centralisé des spreads en Europe, pour avoir justement une clarté sur cette concurrence entre les marchés introduite par MiFID et que nous utilisons clairement, hein, la concurrence entre les différents marchés européens au bénéfice des investisseurs particuliers. Donc, le flux retail, parce qu'il est justement moins informé, doit faire l'objet de spreads plus resserrés. D'accord. Ça, c'est un point absolument essentiel. Et donc, notre conviction à nous, chez Trade Republic, c'est qu'il est possible d'utiliser ces accords commerciaux avec des bourses alternatives à condition de les encadrer. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'outil réglementaire pan-européen pour qu'on ait un terrain de jeu collectif, des règles du jeu collectives pour accompagner ce mouvement de société massif. Merci. Sur les PIFOF, comme Fabricio ne veut pas conclure en tant que régulateur français, je vais me permettre de conclure. La position de l'AMF a toujours été d'être favorable à un ban, à une interdiction des paiements de forward flow. C'est vrai que dans la période très récente, et vraiment pour aboutir à un compromis, parce que nous savons qu'on n'y arrive pas pour l'instant, sinon compte tenu des quelques pays qui tiennent absolument à ce que ces PIFOF soient autorisés, si on doit aller quand même dans cette solution-là, notre point de vue, c'est qu'il y ait des conditions d'encadrement particulièrement sérieuses et rigoureuses. Ça veut dire quoi? Par exemple, que le prix proposé, qu'on soit sûr que le prix proposé exécuté soit le meilleur prix, qu'il s'appuie sur une vraie concurrence au niveau d'une plateforme de plusieurs market makers. Ce qu'on trouve suspect, c'est quand il y a une plateforme avec un seul ou deux market makers qui se partagent le marché. Pour nous, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une vraie concurrence derrière pour que ce prix pour cette concurrence soit garantie. Et enfin, qu'il y ait une vraie supervision, sans doute au niveau des NCA, des autorités nationales, mais une supervision intrusive, une supervision qui rentre vraiment dans les business models, qui a des rapports de ces plateformes et qu'après, ces autorités nationales soient elles-mêmes rentrées dans le système de l'ESMA afin que l'ESMA puisse regarder. C'est compliqué
à rédiger, c'est compliqué à mettre en place, et c'est pour ça, comme l'a très bien dit Danita Hübner, que pour l'instant, les autorités européennes n'y arrivent pas. Est-ce qu'on retournera quand même au ban pur et simple? Ça reste la première option. Je vais me permettre maintenant de faire évoluer notre table ronde en vous posant des questions plutôt sur, compte tenu de l'émergence de ces nouveaux acteurs, compte tenu du nouveau mode de communication, on voit arriver des choses très différentes. On voit arriver l'investissement en bourse qui est présenté comme un jeu. C'est ce qu'on appelle la gamification. On voit arriver l'utilisation des réseaux sociaux avec la recherche de communautés pour inciter à trader. Vous avez vu aux États-Unis comment GameStop a fonctionné il y a l'année dernière. Face à ça, qu'est-ce que tout ceci, ça pose question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les régulateurs doivent faire face à ces évolutions? Fabricio, donne-moi la solution du point de vue européen de l'ESMA. Thank you. So indeed, we have seen that the enhanced retail participation in the recent year was also due to this emerging growth of the gamification, an approach where retail investors access financial markets through more intuitive, immediate, visually appealing experience in a more ludic manner. This element is certainly also facilitated by the success of social media, where investors act in an environment that is have the perception of being unregulated, more in a kind of gamers chat room than in a financial forum. And as already recalled a couple of times, the GameStop case was a clear show that. So a coordinated purchase by investors. And while in the GameStop there was a kind of thinking behind, because it was the accumulated net short that drove those concerted investments. Social media may actually drive a manipulative type of behaviors towards any target. So it's important for us to properly detect those elements, and and in this respect, I believe that we need to look at different sources of information, using also new techniques like artificial intelligence to scan the social media, but probably targeted social media, not necessarily all, because it will be impossible. Looking at a variety of information, transaction, orders, alerts, suspicious orders and transactions reports. And therefore we need also the use of new technology to build all this together. In the meantime, we have, in any case with ESMA and NCAs, we have already made a huge campaign to make retail investors more aware of the risk associated with relying on social media recommendation, in particular after the GameStop, because probably the majority of those investors are not really aware of the rules of financial markets and potential abusive behaviors conducted collectively. Mathias Bacchino, par rapport à votre politique de communication qui repose, je crois, uniquement sur des influenceurs, comment vous... Non, mettez-vous à ma place et à celle de Fabricio. Quels sont les points faibles de votre offre, sur lesquels je ne fais pas assez attention? Répondez. Alors, nous ne travaillons pas avec des influenceurs. Nous travaillons avec des créateurs de contenu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Cette dimension de communauté est essentielle pour comprendre le phénomène des jeunes et de l'investissement. C'est-à-dire que
il y a je vais aller très vite là-dessus, mais il y a ce qu'on peut appeler une horizontalisation des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que pour un moins de 35 ans aujourd'hui, ça remet en question effectivement les experts, mais il y a aussi, dans la dimension de communauté, dans la dimension collective, il n'y a pas que le pire, il y a aussi le meilleur. Et il y a par exemple des centaines de milliers de jeunes Français qui en 2 ans ont découvert, grâce à d'autres jeunes sur les réseaux sociaux, qu'il y avait des règles pour investir, qu'on pouvait les exprimer simplement, qu'il faut investir en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, qu'investir un petit peu tous les mois plutôt que tout d'un coup, c'est peut-être pas si bête que ça, et qu'investir de la manière la plus diversifiée possible, avec le moins de frais possible, ça peut être utile. Donc on voit des médias émerger sur les réseaux sociaux, on voit énormément de choses émerger de positifs aussi dans cette communauté. Mais on voit aussi le pire. Et le pire, c'est typiquement la pratique du pump and dump qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est absolument scandaleuse, qui est même devenue la norme pour les jeunes dans l'univers crypto, et face à laquelle il faudra un jour des outils digitaux puissants pour les identifier et les sanctionner. Mais c'est un vrai challenge. Ensuite, il y a la question du vocabulaire utilisé. On peut dire la même chose que l'AMF, avec des mots très différents, mais néanmoins le même sens, pour être compris de l'audience. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça a permis peut-être d'augmenter le nombre de Français jeunes qui connaissent l'investissement programmé diversifié. On essaye de le mesurer tous les 6 mois avec l'IFOP, et l'impact est massif. C'est-à-dire on parle de 10 points de pourcentage dans la population des moins de 35 ans en progression dans leur connaissance. Donc la communauté sur Internet, ça a permis ça aussi. Ça nécessite, parce qu'il n'y a pas encore de régulation précise là-dessus, sur ce que les créateurs de contenu financier peuvent dire ou non sur les réseaux sociaux, ça nécessite une forme d'autorégulation de la part des marques, en attendant que le dispositif idoine arrive. Mais c'est aussi une source d'opportunité massive pour faire passer des bons messages. D'accord, donc il faut que je vous embauche à titre personnel. Vous nous apporteriez beaucoup en matière de communication. Delphine, une réaction? Oui, alors je vais venir en soutien de Mathias, voilà, vous voyez, parce que je trouve qu'il faut qu'on trouve un équilibre. C'est normal qu'on vende et qu'on donne envie. Et je trouve que l'univers, la vision qu'on a développée jusqu'à présent sur l'épargne, et notamment l'épargne en action, c'est vraiment en faire un repoussoir. Et honnêtement, je ne sais pas si vous êtes, je pense qu'on a tous eu des expériences de répondre à des questionnaires MIF au sens test de caractère approprié et compagnie, et de voir, moi j'ai dû parfois en refaire pour absolument assurer que vraiment je voulais absolument tout perdre et tout de suite pour réussir à ouvrir un PEA ou à pouvoir accéder à un compte titre. Donc là, on est allé assez loin dans une sorte de système de dissuasion où on finit par se demander, notamment en période d'inflation, si c'est un bon conseil que vraiment de recommander aux gens de ne pas investir. Et je trouve que... Alors, il y a l'autre extrême qui consiste à manipuler, à tout confondre, et surtout le pire, pour moi, c'est vraiment de tromper les gens avec des produits qui se retrouvent à l'effet de levier et qui peuvent donner lieu à des drames. On en voit régulièrement aux États-Unis. Donc, il y a évidemment un équilibre à trouver. Mais de fait, n'oublions pas que la solution consiste à dire, peut-être en réponse à des épisodes de volatilité qui sont mal terminés, je vais dissuader, et au pire, les gens n'auront pas été exposés, comme ça, j'aurai pas de problème en tant que système de régulation. C'est pas très sain. Et ça n'est pas le plus créatif. Voilà. Pour autant, évidemment, il faut trouver les bonnes méthodes pour ne pas tomber dans l'excès inverse. Mais je trouve qu'il faut quand même qu'on reconnaisse collectivement qu'on a beaucoup fait plutôt dans une logique de dissuasion, d'avertissement sur les risques, qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, en fait, et qui est finalement plus paresseuse que de trouver le bon équilibre dans une représentation positive, effectivement avec un langage compréhensible. Voilà. Et ça, c'est pas simple quand des acteurs traditionnels qui sont sous une régulation peut-être plus intrusive et peut-être brûlés par certaines expériences doivent intégrer dans des schémas qui restent industriels, c'est-à-dire qu'il faut processer pour systématique, c'est que ce soit dans un
un pitch qu'on donne à un réseau commercial ou qu'on met dans un parcours client digital et qui donc a un certain nombre d'arbres de décision, mais pas 50 000, et qu'il faut appliquer une réglementation, ça peut tomber dans un sens aussi trop restrictif. Voilà, je ne sais pas si tu m'attendais comme ça, mais non, je pense que... plus personnel que sous un timbre Euronext. Voilà, merci, mais je pense que je vais conclure cette partie-là de notre débat. Je crois que là, tous les membres de la table ronde, on est assez alignés sur ce qu'on attend. Et moi, en tant que régulateur, je voudrais rappeler qu'il y a déjà des règles du jeu en vigueur. Le cadre juridique existe déjà. C'est vrai qu'il n'est pas simple d'emploi. Par exemple, il y a le règlement abus de marché et tout ce qui est relatif aux recommandations d'investissement. Ce n'est pas parce qu'on est sur un réseau social quelconque que cette règle ne s'applique pas. Et donc, cette règle s'applique aujourd'hui et dès qu'on s'adresse à un public un peu significatif, eh bien, on doit respecter un certain nombre de règles. Par exemple, donner son identité et surtout donner ses éventuels conflits d'intérêts. Cette règle s'applique pour nous et c'est là qu'on a besoin d'outils. Arriver à pister ce qui se passe, ce n'est pas simple. En matière de publicité, je ne vais pas trop en parler car c'est l'objet de la table ronde suivante, mais là aussi, il y a des règles du jeu et en particulier, toute information publicitaire doit être identifiable en tant que telle. D'une manière plus générale, le problème que nous avons aussi à l'AMF, en ce qui concerne cette offre des néo-brokers, c'est qu'on a un paysage européen, comme ça a été dit, qui aujourd'hui est très éclaté. On se trouve avec un très grand néo-broker bien représenté par Mathias et Trade Republic, mais on a aussi beaucoup d'autres néo-brokers qui, à chaque fois, ont des business models différents et des techniques de communication différentes. Leur part de marché n'est pas ridicule. Elle est passée collectivement d'un peu moins de 10% au troisième trimestre 2018 à 22% en fin d'année dernière. Et moi, en tant que régulateur français, bien sûr, je regrette qu'aucun ne soit domicilié en France, donc soumis à la régulation de l'AMF. Et ce qui se passe, c'est qu'il fonctionne comme Trade Republic en LPS, en libre prestation de services, avec donc des passeports. À ce moment-là, tous les pouvoirs de supervision appartiennent à l'autorité home, l'autorité du pays d'origine. C'est le système européen. Nous plaidons depuis un moment pour qu'il soit rééquilibré et que les pays hostes aient un petit peu plus de pouvoir et par exemple au minima un peu plus d'informations. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans le système européen d'échange des données, quand quelqu'un comme Trade Republic travaille avec le public français, nous n'avons pas de reporting des données si les Français devront acheter ou vendre des actions qui ne sont pas des actions de droit français. Ça nous paraît une insuffisance du système de reporting européen qui n'aide pas l'AMF à faire correctement son travail. Dernier sujet sur lequel j'aurais voulu réagir, c'est dans ces offres nouvelles, on a parfois des choses originales qui apparaissent. Et dans les choses originales, je voudrais mentionner les actions dites fractionnées. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez Trade Republic, Mathias Bachino? Vous faites des actions fractionnées et il n'y a pas de piège caché? Alors, pourquoi d'abord fournir une offre d'actions dites fractionnées? Parce qu'un foyer européen, c'est 300 € en moyenne d'épargne mensuellement. Donc, si on en met un tiers en risque, c'est 100 € investis potentiellement en bourse par mois, en moyenne en Europe. Et il se trouve qu'il y a une grande partie des titres du CAC 40, une grande partie des titres du S&P 500 qui valent bien plus que 100 €. Et donc, en fait, pour avoir un portefeuille suffisamment diversifié, en théorie, ça prend au moins 1 an et demi. Donc c'est un vrai problème d'usage pour ces jeunes générations dans une perspective de diversification. L'immense majorité des acteurs, quand il a fallu fournir la possibilité d'investir en montant et non plus en unités d'actifs, sont passés par l'émission de produits dérivés. Ça peut paraître assez simple et logique, néanmoins ça ajoute un risque qui est le risque de contrepartie. Trade Republic bénéficie d'une innovation juridique allemande, en l'occurrence, qui permet à ses clients qui détiennent des fractions d'actions de les détenir légalement, puisque c'est le compte titre sur lequel sont logées les actions partagées par les clients, qui est en copropriété. Donc on ne peut pas diviser une action, puisqu'une action c'est une unité, donc ça n'existe pas une action fractionnée. En revanche, on peut avoir une copropriété sur un compte titre dans lequel sont logées ces actions, ce qui permet
Déjà l'investissement en DCA, l'investissement mensuel automatisé en montant, et ce qui permet ensuite une diversification plus simple. Ça pose la question du droit de vote collectif à exercer collectivement, et là c'est une technologie qui est en cours de développement. Fabrizio, les actions fractionnées, vous avez travaillé dessus à l'ESMA, ou vous êtes en train de travailler dessus? Yes, we are working on it. We see this trend emerging from the US. We also see some merits in it to make it possible to retail investors to access shares. But we also need to recognize that these are artificially created instruments by brokers that allow therefore that participation. And there are different models. The one that Matthias described, but there are others. And in most of the cases, they cannot really be referred as equity instruments because they are structured by brokers. And there is also a lack of transparency around those instruments, and therefore there is clearly a need, and this is why we are working on it, to clarify what those instruments are and what requirement should apply to them in view of the potential risk of lack of disclosure or limited transparency. Merci. De mon point de vue, des actions fractionnées, je vois 4 risques ou questions que le particulier devrait toujours se poser. Quelle est la nature juridique de ce qu'il achète? Est-ce qu'il y a donc un risque de contrepartie si c'est un dérivé, comme l'a dit Matthias? Est-ce qu'il y a des frais spécifiques liés à la structure? Est-ce que le fait que ces actions soient fractionnées et qu'on achète des morceaux d'actions fait que la liquidité ne va pas être la même que si on est sur une vraie action? Enfin, quid du droit de vote? On voit que derrière une innovation qui a l'air très sympathique et très simple, on peut avoir des pièges, et c'est pour ça que les régulateurs, l'ESMA en particulier, va continuer à travailler dessus. Dans les nouveaux produits qui se développent, et il n'est pas tellement nouveau, Delphine, les ETF et les particuliers, dernière question, qu'est-ce que voit Euronext sur ces développements? Merci Benoît. Je rebondis juste sur le débat précédent pour indiquer que c'est intéressant ce débat. Alors nous, comme ça a été dit, une action c'est une action, elle n'est pas divisible en soi, mais ça me permet de rappeler que le marché primaire est celui qui est le seul en fait à réaliser les opérations de listing, ce qu'on appelle les opérations sur titre, les corporate actions en anglais, les dividendes, les augmentations de capital, etc. Tout ça, c'est une maintenance, il faut que quelqu'un le fasse, et si tout le système surfe un peu en passager clandestin en disant il y a quelqu'un qui le fait, hein, mais bon, il faudrait qu'il baisse ses prix, et se met en dehors pour profiter finalement du système en important les prix, on finit par avoir un sujet. Sur les ETF, c'est un marché intéressant. En France, il est un petit peu sous-développé depuis toujours hein, sur les particuliers. On a à peu près sur nos marchés une part du retail d'à peu près 15%, là où aux États-Unis c'est 45%. Donc ça donne une idée de la distance. Probablement, je vois deux sujets. L'un qui est, bon, comme classiquement, qu'est-ce qui est distribué en France, vers quoi les acteurs prescripteurs orientent les clients. Donc là, je ne vous fais pas un dessin. C'est vrai que ce n'est pas le produit favori des distributeurs traditionnels. On voit plus d'intérêt des nouveaux modèles pour ce type de produit. Et là, on tombe sur le deuxième sujet qui est que c'est un peu le royaume du PIFOF. Et même avec une part de marché pour le coup, le prix de référence est assez flageolant, puisqu'il y a une part de marché des marchés transparents très faible. Et les plateformes principales sont en request for quote, donc c'est un système qui n'est pas, c'est un marché qu'on appelle dark chez nous, dans notre jargon, avec en plus une distance au prix du marché de référence assez forte. Donc c'est là qu'on peut se retrouver dans le plus de problématiques d'assainissement sur les écartements de spread versus l'absence de frais. Et donc le bénéfice que certains ont avec moins de coûts de distribution peut être largement et triplement perdu sur les prix, et c'est quand même un problème.
même si le retail s'en rend peu compte, à la fin, ça finit par peser sur la capacité de développement de ce type de produit que chez Euronext, on liste et qu'on apprécie. On a une offre très développée et on va pouvoir, grâce à l'acquisition de Borsa Italiana, la développer davantage encore, puisqu'on aura un marché pan-européen des ETF qui aura beaucoup d'attrait pour le marché. Donc on espère avoir une croissance du marché transparent sur les ETF en Europe. Merci Delphine. Le temps est passé, la table ronde est donc se conclut. Je ne vais pas aller faire une conclusion très longue parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir maintenant pour la deuxième table ronde. Mais j'espère que, et je remercie beaucoup les 3 panélistes avec moi, que vous avez pu au cours de ces échanges sentir combien de nouvelles questions se posaient pour les régulateurs, pour des acteurs de marché aussi diversifiés que Trade Republic ou Euronext, en ce qui concerne cet accès à la bourse des particuliers. On est plutôt d'accord ou de même philosophie sur beaucoup de questions. Il reste un caillou dans la chaussure, c'est ce qu'on appelle les PIFOF. Merci en tout cas à tous et place à la deuxième table ronde.